Ivrocha. Pour répondre à ta question, Anthony t'a demandé pour le bois du Mishkan. Je ne sais pas la réponse la plus courante qu'on entendait dans la bouche de Reb Yoel Kahn. Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Moi, je ne sais vraiment pas. Et lui, quand on lui posait des questions comme ça, il disait systématiquement « Ich weiß nicht ». Je ne sais pas. Moi, je ne sais vraiment pas. Lui, il savait. Ok. Alors, mes amis, ce soir, nous allons étudier une sikha dans l'Ikute Sichot Chelek Yud Zayin, tome 17. Une magnifique sikha qui nous donne un message très, très profond, mais surtout, plus qu'être profond, très pratique pour ce Pessah et pour la vie de manière générale. Je vais survoler un petit peu le sujet. Je survole un petit peu le sujet et ensuite on rentrera dans les sources. Ceux qui ont sur Zoom, ceux qui ont un Likutei Sichot, c'est Chelek Yud Zayin. Sinon, vous pouvez écouter tout simplement. Donc, dans le judaïsme, dans nos sources, on voit que la fête de Pessah, elle a 3 noms différents. Et ces 3 noms différents, ils apparaissent avec un ordre. C'est-à-dire, le premier nom qu'on connaît, c'est ce qui est écrit dans la Torah écrite, dans le Chumash, c'est Chag HaMatzot. Pessah, dans le Chumash, c'est Chag HaMatzot. Ensuite, plus tard, quand les Anshe Knesset Agdola, donc à l'époque du Beth Amikdash et du second Beth Amikdash, quand ils ont rédigé, c'est eux qui ont écrit le corpus de la tfila qu'on dit aujourd'hui, la colonne vertébrale de la tfila, l'essentiel de la tfila, il a été rédigé par les Anshe Knesset Agdola. Eux, comment ils ont nommé Pessah dans la prière? Zman Cherutenu. Quand on dit dans la Mida, Zman Cherutenu, le temps de notre délivrance, la fête de la liberté. Donc on a Chag HaMatzot dans la Torah, on a le temps de la liberté dans la Tfila, et puis un peu plus tard, au temps de la Mishnah, au temps de la Gemara, et ensuite les Rishonim, Achronim, etc., le nom qui est resté le plus souvent dit, Pessah. Okay. Très bien. Ah, où on entend ça plus tard? Je viens de te dire d'où ça vient. Torah Shibirta, Knesset Agdola, et ensuite nos sages, ils appellent ça Pessah. Ah, tu demandes d'où ça vient le mot Pessah? Il y a plein d'explications. Pessah, c'est Passah, Passover, comme on dit en anglais, on dit Passover. Il est passé par-dessus. On dit aussi Pessah, la bouche, c'est la fête où on raconte, etc. Okay. Le rabbi nous dit, comme à son habitude, que, et ça je crois que c'est la phrase que le rabbi répète le plus, Torah. Quelque chose, tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est forcément un enseignement. Torah, ça vient du mot Ora'a, enseignement. Donc la Torah, tout ce qu'elle dit, c'est censé nous apprendre quelque chose. Et plus précisément sur notre vie de juif. Et plus que ça, dans la Torah, comme la Torah elle est divine, tout est précis dans la Torah, et donc même l'ordre dans lequel les choses apparaissent nous apprend quelque chose. Donc, pas uniquement ce qui est marqué dans la Torah, mais aussi l'ordre dans lequel c'est marqué. Donc, on garde en tête Chag HaMatzot, la fête des galettes, Zman Cherutenu, temps de notre liberté, et Pessah, le fait de survoler, surmonter, sauter au-dessus. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? Qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple est sorti d'Égypte? Qu'est-ce que ça représente pour le peuple? Une seconde. Il y a une phrase très connue du Rassag. Le Rassag, c'est un Gaon. Les Gaonim, c'est après la période de la Gemara. Hein? Les Savoraïm, les Gaonim. Ensuite, il y a les Rishonim. Okay. Et le Rassag, c'est Rabbi Saadia Gaon.
il a dit une phrase très forte. Il a dit En umatenu uma ela betorotea, ou betoratea. C'est-à-dire, notre peuple n'est peuple que par sa Torah. Sinon, il n'y a pas de ciment qui nous lie entre nous. C'est quoi le ciment qui lie un juif polonais avec un juif irakien ou un juif yéménite ou un juif marocain? Exactement. Il y a une lettre du rabbi extraordinaire, et une lettre du rabbi de 1957, Tafshin Yudzaïn, magnifique. Je vous conseille de la lire. Celui qui veut, je l'enverrai par WhatsApp. Où le rabbi pose une question incroyable. Il dit, si on veut répondre à la question qu'est-ce qui a assuré l'existence miraculeuse du peuple juif? Alors bien sûr, tu peux dire, c'est parce que Dieu il veut. Comme il pose la question, Mark Twain, le grand écrivain américain, comment est-ce que le peuple juif il peut encore exister alors que les Grecs, les Romains, les Égyptiens, tous les grands peuples se sont levés et ils ont disparu. Les Allemands, ils se sont levés, ils ont régné sur le monde, ils ont voulu tuer le peuple juif, ils ont disparu et le peuple juif, il est encore là. Et les Romains, où ils sont? Dans les... Et donc, le rabbi, il dit, si on veut répondre à cette question de manière empirique, académicienne, scientifique, sans rentrer dans des arguments de croyance et de émouna, il faut chercher deux critères. Le rabbi explique dans la lettre. Il dit, le premier critère, c'est que cette chose qui a assuré l'existence du peuple juif, elle doit, premièrement, avoir existé tout au long de l'histoire. Parce que si tu me dis que ça a existé tout au long de l'histoire, sauf pendant un siècle, ça n'a pas existé, tu ne peux pas dire que c'est ça qui a garanti l'existence. Okay? C'est comme si je te dis, l'homme est obligé d'avoir de l'oxygène pour vivre. La preuve, la plupart du temps, il a d'oxygène. Non, la plupart du temps, ça explique pas la vitalité de la chose. Il faut que ce soit là tout le temps. Donc, premier critère, il faut que ce soit là tout le temps. Deuxième critère, il faut que cette chose-là, elle ait été partout là où il y avait des juifs. Sinon, tu pourrais expliquer l'existence que d'une partie du peuple juif. C'est-à-dire, si tu dis que cette chose, elle était au Yémen, mais qu'elle n'était pas en Pologne, ben, tu ne m'expliques pas l'existence des Polonais, des juifs polonais. Alors, le rabbi, il dit dans sa lettre, et il commence comme si il procède par élimination. Il dit alors, a priori, on pourrait dire que ce qui a assuré notre existence en tant que peuple, c'est quoi? C'est notre langage, la langue qu'on parle, les Shana Kodesh. Bien ça, non? Exactement. Pendant 2000 ans, pendant 2000 ans, on n'a pas parlé l'hébreu. Déjà, à l'époque de la Gemara, il parlait l'araméen. Ensuite, il y a eu l'arabe. Le Rambam, il a écrit quasiment tous ses livres en arabe. Ensuite, peut-être l'hébreu pour la tfila. La plupart des juifs ne parlaient pas correctement hébreu. Il y a aussi l'araméen dans la tfila. Et la tfila, c'est aussi récent. Il y a le ladino, il y a l'espagnol, il y a le yiddish, il y a toutes les langues. Donc, tu ne peux pas dire que c'est l'hébreu qui a garanti la survie du peuple juif en tant que peuple. Qu'est-ce qui avait dit ça? C'est le rabbi, il procède par élimination. Par élimination. Après, le rabbi, il dit, alors peut-être qu'on peut dire que ce qui a garanti l'existence du peuple juif, c'est son lien à la terre. C'est pareil. Pendant 2000 ans, même si on languissait la terre, le retour à Jérusalem, l'an prochain à Jérusalem, bien sûr qu'on languissait, mais on ne peut pas dire que c'est le lien à la terre qui a garanti notre survie. Et la dernière fois, c'est très intéressant parce que la dernière fois, je suis passé à Even Yehuda et là-bas, il y avait une grande affiche. C'est une phrase, je ne sais pas si c'est de Jabotinsky ou de Ben Yehuda, je ne sais pas c'est qui, mais il dit une phrase, il dit comme ça, il dit « Notre peuple est peuple par sa langue et par sa terre ». Ça m'a rappelé cette lettre du rabbi. Non, sa langue, c'est très important, le Shana Kodesh. Sa terre, Eretz Kodesh, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas ça qui a garanti notre survie, étant donné que pendant 2000 ans, on n'avait ni l'un ni l'autre. À Even Yehuda. Ouais. Hein? Ouais, ils ont manifesté récemment. Ah, Even Yehuda, Ben Yehuda, peut-être. Ouais. Ok.
sans rentrer dans des débats. En tout cas, le rabbi, il procède par élimination, etc. Mais on peut aller très loin là-dedans. Qu'est-ce que c'est être juif? Il y a plein de livres qui parlent de ça. Moi, je me rappelle, mon père, à la Shalom, il avait lu un livre, je vous en ai parlé déjà, de 800 pages, Chaim Potok, un grand écrivain qui a écrit sur le peuple juif, c'est quoi être juif, etc. Et ils te disent tout et n'importe quoi. Juif, c'est quoi être juif? C'est le fait de poser des questions, c'est le fait d'être curieux, tout un tas de trucs. Alors, on pourrait dire, être juif, c'est quoi? C'est la cuisine juive. Quelle cuisine? De quoi? Lui, il mange du gefilte fish, lui, il mange de la pkeila. Il n'y a rien en commun. Ah non. Être juif, c'est la mentalité juive. Tu prends un juif yéménite et un juif polonais, rien à voir, ils ne peuvent pas se comprendre. Ah non, c'est le physique. Il n'y a rien de plus éloigné. Il y a des juifs noirs, il y a des juifs bronzés, il y a des juifs pâles, il y a des juifs roux, il y a des juifs blancs. Rien à voir. C'est etc. À la fin, le rabbi, enfin, il ne dit pas tout ça, mais il dit juste les choses essentielles. Mais à la fin, le rabbi, il arrive à la conclusion qu'on est obligé d'accepter, c'est que ce qui a garanti notre survie en tant que peuple, c'est la Torah et les mitzvot. Parce que c'est des choses qui étaient là tout le temps et qui étaient là partout, tout au long de l'histoire. Comme la Torah, elle te rappelle qu'il faut être en Israël. Quand on fait la Torah en roule, il te dit c'est pour se rappeler que c'est le vrai, le Hémet en Israël. Ça va? C'est très important, mais ce n'est pas ça qui garantit la survie. Ouais, garantit la survie. D'accord? Les carottes, les carottes, c'est très important pour la santé, mais ça ne garantit pas ta survie. Il y a une colonne vertébrale. Ok? Asseyez-vous. Torah et mitzvot. Ça va? Asseyez-vous. Ok, on continue. Donc, le rabbi finit par dire Torah et mitzvot, c'est ce qui garantit la survie du peuple en tant que peuple juif. C'est l'identité. Exactement. C'est ça l'identité juive. Après, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes, comme il a dit Jérémie, Eretz Israël, les Shona Kodesh, beaucoup de minagim. Il y a énormément de choses qui sont très importantes. Mais ce n'est pas forcément des choses qui sont vitales pour l'existence. Preuve en est, on a pu vivre 2000 ans en dehors de la terre d'Israël. Par contre, ceux qui ont arrêté de pratiquer Torah et Mitzvot, ils ont arrêté d'être juifs. Ouais. C'est pendant deux générations, après c'est fini. Ok. Maintenant, la sortie d'Égypte, c'est ça. Comme il dit le Rassag, Rabbi Saadia Gaon, notre peuple n'est peuple que par sa Torah. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est Pessah? Pessah avec ce qui suit juste après le nom de la Torah, c'est la naissance du peuple juif. C'est-à-dire qu'on commence à être un peuple uniquement à partir de ce moment-là. C'est sûr qu'il y avait, avant ça, il y avait un peuple comme les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Mais ce n'était pas un peuple qui avait quelque chose réellement en commun, si ce n'est un arbre généalogique. Et mis à part ça, il y a aussi beaucoup qui se sont joints au peuple et qui n'étaient pas forcément des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ok. Ouais. Ok. Maintenant, étant donné, je reprends, étant donné que Pessah, c'est la naissance du peuple juif, et que Pessah, ça a 3 noms dans nos Chag HaMatzot, Zman Cherutenu et Chag HaPessah, ça nous fait comprendre que quand je veux savoir c'est quoi naître ou renaître, quand je veux, dans ma vie personnelle, sortir d'Égypte, c'est-à-dire me métamorphoser, devenir quelqu'un d'autre, devenir celui que je veux être et que je peux être vraiment, il faut que je passe par ces 3 étapes. Toute naissance, toute renaissance, elle passe par ces 3 étapes. Chag HaMatzot, Zman Cherutenu et Chag HaPessah. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Hein? C'est pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Et on va voir qu'est-ce que chacun veut dire. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a 3 appellations. Ouais, les Chaim. Je vois. Alors, c'est quoi Chag HaMatzot, Zman Cherutenu et Chag HaPessah? Le rabbi donne un exemple avec un rave et son élève, avec un maître et son élève. Ok?
La Gemara, dans Masechet Shabbat, elle nous dit Amen. Talmid Racham sheyoshev lifnei rabo, tiftotav notfot ma. Un érudit se tenant devant son maître doit avoir l'amertume se répandant de ses lèvres. C'est un peu, enfin, c'est pas super bien traduit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élève, quand il est devant son maître, il doit être en annulation totale et il doit être presque terrorisé. Presque terrorisé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? De manière générale, quand je veux apprendre quelque chose, quand je veux évoluer, il faut que j'apprenne certaines choses, ouais. Et ça s'adapte à tout. Quand je veux avoir une vraie relation avec quelqu'un, une vraie discussion avec quelqu'un, il faut que je puisse entendre ce qu'il a à me dire. Pour entendre ce que quelqu'un il a à me dire, et pas uniquement ce que moi je comprends de ce qu'il me dit, c'est-à-dire avec mes filtres. Vous savez qu'on a tous des filtres. Ça veut dire, tu m'as dit ABC, mais moi je n'ai pas forcément compris ABC. J'ai compris le ABC avec mon vécu et mes névroses et mes angoisses et mes peurs et mon expérience, etc. Okay, ça va? Ouais. Mais si je veux, quoi? Si je veux vraiment m'imprégner de ce que j'apprends, je vais vous dire autrement. Ce qu'on me dit. Ça vous est déjà arrivé, surtout aujourd'hui, ça c'est le mal de l'époque. Ça vous est déjà arrivé d'écouter quelque chose et à la fin de la phrase, je ne me rappelle pas un mot de ce qu'il a dit. On n'est pas là. C'est ma femme. Toi, ouais. Toi encore plus. C'est ma femme qui me parle. Tu touches un point super sensible. Non, pour de vrai. Pourquoi? Une femme allait me rendre dans un restaurant, je partirais rien à voir. Kirata Sharon, elle était Picard, c'est mon mamie. C'est Comment qu'on se confond, c'est pas compris. Pour de vrai, il y a un code. Le cerveau, il n'est pas là des fois. Comment ça se fait que quand ton épouse, c'est pas toi que je parle, mais N'est-ce pas? C'est des quêtes. comment ça se fait que quand ton épouse, elle te dit une phrase, ton niveau d'attention, il est à peu près à 2%, et quand ton patron, il te dit quelque chose, tu peux te rappeler exactement de l'intonation, de la phrase, des mots, des virgules, et d'absolument tout ce qu'il y avait dans la salle au moment où il t'a parlé. C'est peut-être parce qu'avec ta femme, des fois, tu prends les choses pour acquis. Exactement. C'est bien, Exactement. Très puissant. C'est juste, hein. Oui. Très puissant. Mais ton patron, c'est lui qui te paye à la fin du mois. Donc, il y a qu'à être attentionné. Ça peut être le patron, ça peut être n'importe quoi, ça peut être Match de foot. la police, le match de foot. Ça peut être aussi le contrôleur fiscal à chez Mishma, ok? Comment ça se fait? On se rappelle surtout de ce qu'il n'a pas dit. Et comment ça se fait que donc on est capable d'avoir parfois un niveau d'attention qui est maximal au point de se rappeler des moindres détails, et dans d'autres discussions, on a un niveau d'attention qui est vraiment minimal et on n'arrive pas à se connecter. Et même si on entend les mots, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un mot qui est des fois un peu galvaudé, c'est-à-dire qu'on utilise un peu beaucoup et donc il perd un peu de sa valeur. C'est un mot en hébreu qu'on utilise beaucoup dans Chassidut, bitul. Bitul. Bitul, la traduction littéraire, c'est annulation. Mais annulation, c'est peut-être pas la meilleure traduction. Mais c'est-à-dire que le bitul, c'est mettre sa personne de côté, mettre son vécu de côté. C'est-à-dire que quand ma femme me parle, je parle de ma femme, mais parce que l'exemple, c'est le rave, mais comme la femme, ça fait partie du quotidien, ça va nous aider à comprendre. Quand ma femme me parle, et que
derrière mon esprit, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais déjà ce qu'elle va te dire. Tu as l'impression de déjà savoir ce qu'elle va te dire. Et donc, tu n'écoutes pas ce qu'elle te dit, tu écoutes ce que toi, tu penses qu'elle va te dire. D'habitude. Pourquoi? Parce que tu es tellement plein de ton vécu à toi et de ton expérience à toi que tu n'es pas ouvert à ce qui se passe à l'extérieur. Tu n'es pas ouvert. Et c'est ça que ça veut dire Chag Matzot. C'est quoi Matzot? C'est quoi Matzah? La particularité d'une Matzah par rapport au pain, c'est que la Matzah, elle n'a pas d'ego. Elle ne met pas son vécu à elle sur le devant de la scène à chaque fois. J'ai déjà expliqué la métaphore avec le scientifique qui veut savoir quelle est la taille du plus petit poisson dans l'océan. Vous vous rappelez de ça? Il y a un scientifique, un jour, il s'est levé un matin, il a dit, j'ai un projet, je veux savoir quelle est la taille du plus petit poisson dans l'océan. J'ai une attention à combien de pourcents là? Voilà. Hein? Tu dis un truc qui nous... C'est bizarre. Alors, il a fait une expérience pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ratissé tout l'océan avec des filets. Ça a coûté des centaines de millions. Il a levé des fonds pour ça, il a une start-up, il a tout ce qu'il faut. Et à la fin, il a son résultat, il a la taille du poisson le plus petit de l'océan. Il fait une grande conférence de presse, tout le gratin est là, les prix Nobel, tout le monde est là. Et il arrive, il prend la parole et il dit, messieurs, dames, chers collègues, chers confrères, chers journalistes, chers cachers, la taille du plus petit poisson au monde est de 6 cm. Et là, les gens ils se regardent. Qu'est-ce que c'est que cette blague-là? Et ils éclatent de rire. Ils disent, c'est quoi ça? 100 millions de dollars pour une bêtise pareille? Même moi, j'ai un poisson rouge chez moi qui est plus petit que ça. De quoi tu parles? Il dit, écoutez, je vous dis, sans l'ombre d'un doute, le plus petit poisson de l'océan, il fait 6 cm. Il y a un journaliste qui était un peu plus courageux que les autres, il a levé la main, il a dit, professeur, votre filet, il fait quel diamètre? 6 cm. Tout le monde éclate de rire. Ça veut dire quoi? Son filet, il est capable de saisir des poissons qui sont uniquement plus grands que 6 cm. Donc, il s'est dit, plus petit que 6 cm, ça n'existe pas. C'est quoi la métaphore? C'est que nous, on a tous un filet dans la tête. On a un filet, c'est le filet de notre vécu, notre expérience, nos craintes, nos névroses, notre folie, nos ambitions, notre agenda, etc. Et donc, toutes les informations qui arrivent dans notre vie, je les filtre avec mon filet. Mais mon filet, il fait 6 cm. Il ne peut pas tout saisir. Pour pouvoir tout saisir, il faut que je mette de côté mon filet. Il faut que je procède autrement. Il faut que j'arrête de saisir la réalité de la vie avec mon filet à moi. Il faut que je m'annule. C'est quoi je m'annule? C'est pas je suis une serpillière, surtout pas. C'est je mets ma personne de côté. Pour donner un exemple, je vais vous raconter une petite histoire. Enfin, c'est pas une histoire, c'est une interview du Rav Yoel Kahn à la Shalom. Le Rav Yoel Kahn, c'était le scribe, le choser du Rabbi Lubavitch. Et c'était une légende vivante parce qu'il était capable de se rappeler de 7 heures, des fois plus, de discours par cœur pendant Shabbat et pendant les fêtes, parce qu'on ne pouvait pas enregistrer. Wow. Et lui, il se rappelait mot pour mot de tout ce que le rabbi disait. Maintenant, le rabbi, il parlait aussi de choses extrêmement profondes. Extrêmement profondes. Et lui, il était là, on peut le voir sur toutes les photos, il était là, il avait sa place, il était debout, il regardait le rabbi comme ça, il ne bougeait pas, et il écoutait. Et des fois, c'était même pendant 2 jours, parce que des fois, il y a les fêtes. 3 jours des fois. Ouais. D'affilée. Il écoutait. Dès que Shabbat il sortait ou que la fête il sortait, il s'asseyait avec une équipe et il commençait à écrire. Et il retranscrivait 4, 5, 6, 7, 8, 12 heures de Idvad, de Farbrengen, de discours, des fois des discours chassidiques, des fois des discours sur la situation dans le monde, etc. Le rabbi, il faisait des discours de 12 heures.
Ouais, le rabbi, il pouvait parler pendant. Il pouvait parler pendant des heures et des heures. Ah oui, comme 2-3 jours, Oui, tu peux avoir des après, gars. même 2 heures. Alors, on parlait d'une phrase. Zach, je ne savais pas ça, cette histoire. Quand j'étais à l'école, je te rappelle ce que je disais. Un jour, on lui a demandé, il n'y a pas longtemps, on lui a demandé, ouais, il est décédé il y a moins de 2 ans. Il est décédé. Ouais. Un jour, on lui a demandé comment il fait ça. Comment il arrive à faire ça? C'est inhumain. On dit qu'il arrivait même à se rappeler quand le rabbi il toussait. Là, le rabbi, le rabbi, il a souri. Là, le rabbi, il a toussé. Ouais. Un jour, on lui a demandé comment il fait. Hein? Alors, petite parenthèse, c'est que l'histoire de Yelkan, elle est très belle. Il est né en Israël. Il a grandi à Tel Aviv. Il a étudié à Tel Aviv dans la Yeshiva Chabad de Tel Aviv, la Yeshiva Chabad historique de Tel Aviv. Et c'était le fils d'un grand chassid qui s'appelait Folekan. Et on voyait qu'il réussissait bien dans les études. On a parlé de lui au rabbi précédent. Et le rabbi précédent, il a convié à venir le voir. Et lui, c'était son rabbi, le rabbi précédent. Donc, il a traversé la mer en bateau pour aller voir son rabbi. Et dès qu'il est arrivé à New York, on lui a annoncé que le rabbi précédent était décédé. Waouh. Il a eu beaucoup de peine, il ne savait pas quoi faire. Il s'est dit, je suis venu pour voir le rabbi n'est plus là, je rentre. Il a dit, va quand même voir au Rabat. Va quand même voir son gendre. Va quand même voir son gendre. Il te dira quoi faire. Et son gendre, qui deviendra un an plus tard le rabbi de Lubavitch, tu le connais, son gendre, il lui a dit, si le rabbi t'a fait venir, il sait ce qu'il fait. Reste un peu. Et ce même Yoel Kahn, c'est devenu très rapidement, tout de suite, c'est devenu le scribe, le choser du rabbi qui, pendant 40 ans, 42 ans, a retranscrit tous les discours du rabbi, etc. Bref, c'était la petite parenthèse. Un jour, on lui a demandé comment il fait pour imprimer, emmagasiner autant de choses, autant d'heures de discours. Il a dit comme ça. Il a dit, c'est vrai que j'ai une bonne tête, mais ce n'est pas grâce à ça. C'est vrai que j'ai une bonne mémoire, mais ce n'est pas grâce à ça. C'est parce que quand le rabbi parle, il n'y a que ça dans ma vie. Le monde n'existe plus. Chaque mot du rabbi, c'est l'unique chose qui existe dans ma vie au moment où il l'a dit. C'est ça le bitoul. Quand tu es en bitoul, c'est comme un disque dur sur lequel tu n'as jamais rien imprimé. C'est comme une feuille blanche. Une feuille blanche sur laquelle tu n'as jamais écrit. Chaque petit truc, tu vas le voir tout de suite. C'est très, très sensible. Un jour, ils ont demandé à Yossi Jacobson, le Rav Jacobson, qui était lui aussi un choser, mais beaucoup plus jeune. C'était un apprenti choser, si on peut dire. Et il a donné exactement la même réponse. Lui, il n'arrivait peut-être pas à se rappeler autant, bien que lui aussi, il a une grosse tête. Mais il a raconté une anecdote. Il a dit un jour, il écoutait le rabbi. Et à un moment, le rabbi, il a dit un truc tellement révolutionnaire, tellement incroyable, que pendant quelques secondes, le Rav Jacobson, il s'est dit « Mais quelle idée révolutionnaire! Quelle idée révolutionnaire! Quel geschmack, quel kiff cette idée !» Il a dit pendant toutes les secondes où il a pensé au fait que l'idée était révolutionnaire, il a perdu le fil de ce que le rabbi est en train de parler. À un tel point, c'est quoi le bitoul? Même le fait de penser à ce qu'on est en train de me dire, t'es déjà plus dans le bitoul, t'es déjà plus dans l'annulation. Et donc, tu n'emmagasines plus. Je ne te parle même pas de quand la personne, elle pense déjà à ce qu'elle va répondre avant que l'autre ait fini de parler. Vous connaissez ça? Le mec, il pense déjà à ce qu'il va répondre. C'est comme tous les débats politiques, les débats télévisés aujourd'hui, les gens, ils ne s'écoutent pas les uns les autres. Ils ne s'écoutent pas. Juste, ils pensent qu'est-ce qu'il va dire. Donc, il n'y a aucun dialogue. OK. Donc, ça, c'est Pessah. Ça, c'est Chagamatzot. Chagamatzot. La matzah, c'est quoi la particularité de la matzah? Elle est vide d'elle-même. Le chametz, le levain, le volume du pain, ça représente
la yeshut, c'est-à-dire l'être, l'ego. Plus mon être prend de la place, plus mon être prend de la place, moins il y a de la place pour autre chose. Et même sans l'orgueil, c'est carrément un défaut. Mais l'ego, ma personne, c'est pas forcément un défaut. Mais tant que c'est ma personne qui prend la place, il n'y a pas de place pour le reste. Comme un verre. Si tu veux que je te serve quelque chose et que ton verre il est plein, je peux rien mettre dedans. Pour pouvoir mettre quelque chose, il faut que tu vides ton verre. Vide-toi de tes a priori. Bichlal, de manière générale, quand tu vas avoir une conversation avec quelqu'un, vide-toi de tes a priori, parce que sinon il n'y aura pas de dialogue. Ça, c'est Chagamatzot. Ok. Maintenant, Chagamatzot, c'est uniquement la première étape. Parce que tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre en bitoul. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu te forges ta propre opinion. Exactement. Ça fait 2 fois que tu as raison. Ça fait 2 fois. Ouais. Ouais, c'est Très puissant. ok. Je connais le cours. La deuxième étape, mes amis, comme il a dit, comment il s'appelle Régis. Comme il a dit Régis, la deuxième étape, c'est qu'il faut, comme tu as dit, Forger sa propre opinion. il faut se faire sa propre opinion. Ça veut dire que une fois que j'ai emmagasiné les données à l'état pur, il faut que je puisse comprendre les choses, assimiler exactement les choses, comment ça s'appelle m'approprier les choses. Si je veux expliquer à quelqu'un, le Rabbi Rachab, il dit, non, pardon, c'est le Rav de Brisk qui dit ça. Rav Chaim Brisker, il dit, Chisaron behasbara, c'est chisaron behavana. Quand tu as du mal à expliquer, c'est parce que tu as eu du mal à comprendre. La preuve que tu sais que tu as compris quelque chose, c'est si tu sais l'expliquer à un enfant. Ok. Maintenant, si tu veux expliquer la chose, faut, avoir emmagasiné en termes de mémoire, ça ne suffit pas. Il faut que tu puisses expliquer les choses, pas juste répéter. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils répètent des idées, mais ça ne veut pas dire que la personne en face est capable de comprendre. Les gens ne vont pas forcément comprendre parce que quand tu t'adresses à quelqu'un, il faut s'adresser à la capacité de comprendre de la personne, la capacité à comprendre. Donc, répéter, ça ne suffit pas. Il faut comprendre les choses, les assimiler pour pouvoir ensuite les vivre et pour pouvoir ensuite les transmettre. Ça, c'est la deuxième étape. Zman, Cherutenu, la liberté. Maintenant que tu as toutes les données, à toi la liberté. La liberté de comprendre. Une fois que tu as toutes les données, à toi de faire appel à tes capacités, ta liberté de comprendre, ta liberté de te forger ta propre opinion. Ça, c'est Zman Cherutenu, c'est la deuxième étape. Ouais. Deuxième étape. Et puis, là, dans le Likutei Sichot, il nous dit comme ça, Tzricha liot etzel hatalmid tnua shel yetziya min hamedida ve'hagbala shel sichlo hu ve'itromemut sichlo el sechel harav ודווקא על ידי זה יוכל לעמוד סוף סוף לשכל רבו, sechel misug acher legamre. Maintenant, une fois que j'ai utilisé mes propres capacités de compréhension pour pouvoir assimiler l'idée et pour pouvoir pas m'accaparer, mais m'imprégner de l'idée, j'ai utilisé mes capacités. Mais si je veux que ces idées-là fassent de moi quelque chose de nouveau, ça c'est la troisième étape. C'est ce qui me permet de sortir complètement de mes limites. Ça c'est Pessah. C'est le fait de sauter au-dessus. Grâce au travail que j'ai fait de Bitoul, j'ai emmagasiné. Ensuite, j'ai construit dans ma tête, ça s'appelle Bina, en Kabbalah, en Chassidut, ça s'appelle Bina. Bina, c'est quoi? C'est bonnet, il construit. Avec tes propres outils, tu construis l'idée dans ta tête. Tu t'es tellement imprégné de l'idée
vous pouvez appeler Youssef Zerbi et de essayer de venir. Amen. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon, on t'entend. Ok, excusez-moi. Une fois que j'ai fait le travail, une fois que j'ai fait ce travail de me saisir de ces idées pour pouvoir bien les comprendre, bien les vivre, j'arrive au niveau de mon rave et je peux même dépasser le niveau de mon rave, comme c'est marqué dans la Gemara. Il y a marqué, excusez-moi, comment c'est marqué? Ah oui, il y a marqué dans la Gemara Avodah Zara, il y a marqué Lokae inish adate derabe ad arba'in shnin. Un homme ne peut comprendre l'esprit de son maître qu'à partir de 40 ans. Ça prend 40 ans pour pouvoir saisir l'esprit de son maître. Mais une fois que tu as saisi, l'esprit de ton maître, après, tu sors complètement de tes limites. T'es une nouvelle chose. Tu es un nouvel être, tu es un nouvel homme. Okay, c'est nos limites. On voit donc clairement les 3 étapes de la renaissance d'une personne. Tu veux grandir, parlons de Tarlès. Tu veux grandir dans la vie, tu souris, ça me plaît. Tu veux grandir dans la vie, tu veux te sortir de ta situation, tu veux être quelque chose de nouveau. Là, tu as un guide qui est un guide éternel qui te dit, tu as 3 étapes claires. D'abord, table rase. Arrête de mettre ton être sur la table à chaque fois. Il y a une anecdote très très belle avec le Tzemar Tzedek. Il y avait un chassid qui était un peu susceptible et à chaque fois qu'il allait à la choule, il se sentait agressé et il se vexait. Un jour, il précise pour dire qu'il a de l'autodérision. Un jour, il est allé voir son rabbi, le Tzemar Tzedek. Il lui a dit, Rebbe, j'en ai marre. Tout le monde me piétine dans cette choule. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le rabbi, Tzemar Tzedek? Il lui a dit, mais comment tu veux qu'il ne te piétine pas? Tu es partout. C'est-à-dire que ton ego prend tellement de place que les gens, peu importe où ils te marchent dessus. Pourquoi? Parce que tu es partout. Tu laisses ton ego être partout. Vous connaissez quand il y a des gens comme ça. Nous aussi, on est comme ça des fois. On a toujours l'impression qu'on est en train de parler de nous. Qu'est-ce que tu as dit? Tu parles de moi? Non, pas du tout, je ne parlais pas de toi. On a l'impression, il y a une phrase comme ça, il dit, l'histoire d'un homme, la vie d'un homme, c'est quoi? Il arrive à l'âge de 40 ans, et il dit, j'ai trop souffert du regard des autres. J'en ai marre du regard des autres. À 50 ans, il décide de vivre sa vie, vivre ce qu'il est, ne plus prendre du tout compte du regard des autres. Il s'en fout. Jusqu'à 40 ans, il se comportait en fonction du regard des autres. À 50 ans, il a dit, je m'en fous du regard des autres. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je m'en fous de leur opinion. Il arrive à 60 ans et qu'est-ce qu'il dit? Il se rend compte que personne n'a jamais regardé. C'est ça l'ego. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Non, personne ne te regarde, tout le monde s'en fout. Okay, donc, première étape, savoir mettre mon vécu, pas tout tourne autour de moi. Okay, je mets mon vécu de côté afin de pouvoir m'imprégner de ce qu'il y a autour. Deuxième chose, une fois que j'ai emmagasiné du savoir, il faut que je comprenne. Je ne suis pas un perroquet, il faut que je comprenne ce qui se passe. Je construis les choses à l'intérieur de moi. Je construis une compréhension profonde. Ensuite, je peux même expliquer les choses. Et quand je fais ces 2 étapes, j'arrive à la 3e étape, au niveau de mon rave, et je sors complètement de mes limites, je deviens quelque chose de tout à fait nouveau. OK. Excuse-moi, avec Pessar déjà. La 3e lien, la 3e chose, elle a un lien avec le mot Pessar. Pessar, c'est le fait de sauter, c'est-à-dire je n'ai plus rien à voir avec ce que j'étais avant. J'ai grandi, je suis devenu quelqu'un d'autre. Il y a marqué dans le Rambam, il y a marqué quelqu'un qui fait vraiment tchouva, il peut dire Eini Oto Aish. Je ne suis pas la même personne. Il peut même, le Rambam, il dit, il peut changer de nom, il peut s'appeler autrement. Pourquoi? C'est pas le même homme. C'est pas la même personne.
OK? Quel rapport avec les 40 ans qu'il faut passer avec mon Rav? Alors, je ne sais pas pourquoi la. Non, ouais. Et puis aussi, c'est pas facile pour tout le monde de dire qu'il a passé 40 ans avec le même Rav aussi. D'accord. Alors, premièrement, c'est une très bonne question. Premièrement, on pourrait dire que. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais on dit Arbaïm les Bina. Arbaïm les Bina, ça veut dire que. Bina, c'est la capacité. La capacité intellectuelle à construire l'idée dans sa tête. Bina, bonnet. OK? Il y a 3 attributs dans l'intellect. Il y a Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, c'est comme une antenne. Je saisis des informations. Bina, je traite les informations. Et Da'at, je vis les choses. Je deviens. En fin de compte, c'est exactement ça. Chokhma, je suis annulé, je suis une antenne, je reçois, comme un enfant. Un enfant, il apprend très très vite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de préjugés. C'est pour ça qu'il apprend très vite. Il n'a pas de préjugés. Tu peux lui donner un verre, il va regarder le verre pendant une demi-heure. Pourquoi? Il dit je connais. Je connais. Il arrive à un jour de Torah, je connais. Ouais. Korach, ouais, Rashi, je connais. Le problème, c'est quoi? C'est que peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne connaissais pas, mais si tu t'étais mis un peu de côté, tu aurais pu saisir encore quelque chose. Non, tu es tellement plein de toi-même. Je dis toi, c'est nous. On est tellement plein de nous-mêmes qu'on rate des choses. On rate. Et c'est pour ça qu'on arrive à des situations où une personne, elle te dit une phrase et tu as saisi 3 mots dans la phrase. Et tu penses avoir compris. Tu es sûr d'avoir compris. Maintenant, pourquoi Arbaïm? Il faut rentrer dans la Gemara là-bas, mais on pourrait dire que peut-être Arbaïm, c'est le processus de construction. Parce qu'Arbaïm, les Bina, bonnet. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'es pas 40 ans avec le même Rav? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est pour bien comprendre qu'il y a un processus de traiter l'information uniquement après avoir reçu l'information. OK? Ça, c'est Bina. Ça, c'est la deuxième. Donc, je répète, Matzot, Chaga Matzot, Bitoul, annulation. Zman Cherutenu, liberté de comprendre, liberté d'ingérer, de digérer les informations et de me créer ma propre opinion. Et ensuite, j'arrive à l'étape où je deviens une nouvelle personne. Je finirai le Zoom avec une petite parenthèse. Je pense que ça a un rapport. Comment on dit? Tu as un Pirkei Avot là? Ne te casse pas la tête, le temps que je cherche. Dans Pirkei Avot, il y a marqué, on parle des 5 élèves de Yochanan ben Zakkai, c'est ça? Et on dit, on nomme les élèves de Yochanan ben Zakkai et on dit Eliezer ben Urkenus, Bor Soud, Shelo Me'abed Tipa. C'est comme un puits qui est. Non, on a mis de l'enduit. Vous savez, un puits où on met de l'enduit, il n'y a pas une goutte qui se perd. Ouais. Okay. Ça veut dire tout, quoi. Exactement. Ça veut dire que Eliezer ben Urkenus, tout ce qu'il entendait de son Rav, il recevait. Il y a marqué que si on prend tous les Chachmei Israël, qu'on les met sur un côté de la balance, et Eliezer ben Urkenus sur l'autre côté, c'est Eliezer ben Urkenus qui l'emporte. Et juste après, on dit quoi? On dit Elazar ben Arach, non, Eliezer ben Arach, comment il s'appelle? Eliezer ou Elazar ben Arach, je ne me rappelle plus, j'aurais dû regarder avant de venir. Il dit que lui, c'est quoi? C'est pas un puits qui ne perd pas une goutte, c'est Kemaya Namit Gaber. C'est comme le fleuve qui ne fait que se renforcer. Et après, on dit, et si on prend tous les Chachamim, y compris Eliezer ben Urkenus, qu'on les met d'un côté, et qu'on met Ben Arach sur l'autre côté, c'est Ben Arach qui l'emporte. C'est quoi le message? Le top du top pour une première étape, c'est de tout saisir et de ne pas perdre une seule goutte. Mais il y a plus grand que ça. Kemayan Amit Gaber. Une fois que tu as tout saisi et que tu as processé l'information, tu as travaillé l'information, tu as travaillé la chose, tu as travaillé cette Torah que tu as étudiée, tu as travaillé ces choses que tu as entendues, tu deviens Kemayan Amit Gaber. Maintenant, tu es capable toi-même ensuite d'abreuver les autres. Et ça, c'est encore plus fort que Borsod chez
est nommé Abbé de Kippa. Mes amis sur Zoom, j'espère que vous avez bien entendu. Il y avait un peu de bruit. Très bien. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends bien. La connexion Internet n'est pas très bonne, donc il y a eu des coupures de temps en temps. Ah mince. Non, mais c'est bon, on a tout entendu. Mais c'est l'endroit peut-être qui n'a pas une bonne connexion. En effet, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réseau. J'aurais dû regarder. J'aurais dû regarder avant. Non, mais c'était impeccable, il n'y a pas de problème. Hein, une très bonne fête de Pessah à vous tous. Chag Sameach, qu'on puisse être Chag Hamatzot et ensuite Zman Cherutenu pour ensuite arriver à Pessah. Chag Sameach. Chag Sameach à tous. Au revoir.